Bonjour à tous et bienvenue dans CyberTalk, le podcast de la Cybersecurity Coalition. Dans ce podcast mensuel dans lequel j'interviewe des personnalités du monde de la sécurité en ligne, de la formation, voire d'autres domaines, sur des sujets importants ou d'actualité, mais toujours liés à la cybersécurité. Et dans cet épisode, nous allons parler du rôle du CISO. On va expliquer dans une seconde ce que c'est, mais aussi de l'évolution de ce rôle. Et il est important, parce qu'on le voit, le nombre de piratages informatiques augmente de manière importante et constante chaque année, partout, y compris en Belgique. D'ailleurs, selon un rapport publié par Checkpoint Software Technology, fournisseur mondial de sécurité, de services de sécurité, les entreprises belges ont subi en moyenne plus de 1090 cyberattaques par semaine au deuxième trimestre 2024, donc c'est très récent. Et ce chiffre représente une hausse de 31%. 31% par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente, donc 2023. Et rien que la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi l'actualité, eh bien, la Belgique a subi 5 jours consécutifs d'attaques DDoS lancées depuis la Russie. Alors DDoS, c'est quoi ? Ce sont des attaques par déni de service. En clair, ça veut dire que le site attaqué, il est submergé de requêtes et il ne peut plus répondre. Conséquence, pour nous, en tant qu'utilisateurs, le site est inaccessible. Et plusieurs sites d'administration publique et d'autres entreprises ont été touchés. Alors, pour parler de ce sujet important, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi deux Xavier et deux CISO. J'ai Xavier Nerdals qui est CISO chez BNP Paribas Fortis et Xavier Paulus qui est CISO chez Solvay. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors juste pour nos auditeurs, vous êtes là en tant que CISO, vous n'êtes pas là pour divulguer des sujets sur l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous pouvez évidemment ancrer vos remarques sur ce que vous faites au quotidien, mais ce qui m'intéresse moi, c'est votre quotidien de CISO en tant que fonction, pas en tant que fonction dans une entreprise. Et d'ailleurs, j'ai une première question pour vous, et je vais un petit peu vous titiller, parce que la question c'est qu'est-ce que c'est qu'un CISO ? Quelle est la définition pour vous du CISO ? Mais je voudrais que vous me l'expliquiez, c'est un peu comme Tom Hanks le demandait dans le film Philadelphia. Expliquez-moi ça comme si j'étais un enfant de 7 ans. Xavier Paulus, qu'est-ce qu'un CISO ? Expliquez à un enfant de 7 ans. Alors pour un enfant de 7 ans, moi je ferais quand même le parallèle avec ses jeux, puisqu'en général c'est très important les jeux pour un enfant de 7 ans, et je lui demanderais ce qui est le plus important pour lui. Quels sont les jeux les plus importants ? Il peut pas tous les garder, il doit déjà en choisir. Et puis ensuite, c'est comment on va s'assurer que ces jeux, on ne lui vole pas, et comment on va s'assurer qu'on ne lui casse pas. Et donc, lui expliquer que, par exemple, il doit ranger ses jeux dans la bonne caisse à jouer, qui va être, sécurisée. Et en fait, ça, c'est plus ou moins le rôle du CISO, c'est de savoir quels sont les jeux qui sont vraiment importants pour l'entreprise et comment on va les sécuriser pour qu'ils ne cassent pas et pour qu'ils ne soient pas volés, en gros. Ah, j'aime beaucoup. Merci pour cette réponse, elle est géniale. Ouais. Xavier Nerdal, s'il a mis la la barre est très à haut, ta je place. vois. De ton côté, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que la classification, comme qui est mentionnée, c'est pas mal, en relation au jeu. Donc moi, j'aurais été un peu plus technique, en effet, en pensant que l'enfant de 7 ans, surtout avec l'ère digitale maintenant, est capable de comprendre un petit peu. Et donc oui, on prend les jeux informatiques, on pourrait en parler. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de bien voir qui sont les bons et les méchants dans l'entreprise. Et parfois aussi, quelles sont les bonnes personnes qui, par méconnaissance, pourraient devenir les mauvaises personnes. Et on voit souvent ça dans les jeux et dans les films. Donc c'est un peu notre rôle de guider correctement les bonnes personnes à agir correctement et à surtout mettre sur le côté les personnes qui agissent mal. Très bien, merci. Donc en gros, vous allez définir cette stratégie qui permettra de protéger les jeux de notre enfant de 7 ans et donc l'entreprise dans laquelle il travaille. 7 ans à travailler, c'est un peu tôt. Mais alors, si on parle de stratégie, d'après vous, en tant que CISO, quels seraient les 3 points les plus importants, parce que c'est un peu lié à ce que vous m'avez dit, mais les 3 points les plus importants de la stratégie d'un CISO, et j'ai même envie de dire, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle il travaille? Oui, moi je dirais que en tout cas, un critère important pour une stratégie, ce serait probablement d'avoir des principes qui sont simples et surtout clairs à comprendre pour qu'on puisse les communiquer à toute l'organisation. Quand ils sont trop compliqués, quand la stratégie est trop compliquée, en général, c'est difficile à faire adopter, à ce que l'entreprise complète soit derrière nous, pour suivre cette stratégie. Donc je pense que ça, c'est probablement, un point que je mettrai en avant, oui. C'est un peu équivalent, mais ce que je pense, c'est
on y reviendra sûrement, c'est en effet, on a face à nous des gens qui ne sont pas nécessairement du métier IT et encore moins de la sécurité. Et le grand enjeu que l'on a, c'est de leur faire comprendre le besoin et le pourquoi on a besoin de ces investissements. Et donc, une grande partie des présentations qui sont faites à la direction sont surtout des explications euh, qui permettent après d'entamer le bon débat. Et c'est surtout ça qu'on recherche à ce niveau-là. Donc non, ce n'est pas de présenter une longue liste de métriques opérationnelles. euh, et c'est surtout arriver à avoir un moment, c'est un moment clé que je dis toujours, quand la personne a compris en face, c'est à ce moment-là que le débat a lieu. Mhm. Oui, parce que finalement, le ciseau, bah, il doit être polyglotte, si je peux me permettre. Ça veut dire qu'il doit parler le langage de l'IT, parce qu'il a ses gars dans son équipe, hein. On va y revenir sur l'équipe, justement. Il doit pouvoir leur parler avec des termes techniques d'IT, mais il doit parler avec les employés de l'entreprise dans laquelle il travaille, parce que, vous l'avez dit, eux aussi doivent comprendre quel est le bon comportement et quels sont les risques et comment ils doivent réagir. Et puis, bah, il y a le management. C'est encore un autre langage. Ces gens-là veulent vous protéger leur entreprise, mais ils vont aussi devoir vous donner un budget pour faire ça. Et moi, ce qui m'intéresse, et ça m'a toujours intéressé d'ailleurs quand je parlais avec les ciseaux, c'est comment faire pour aligner les impératifs de sécurité de l'entreprise avec la stratégie de cette entreprise. En général, quand on sait que bah, la sécurité informatique, c'est souvent perçu comme un facteur bloquant par le business. Donc comment est-ce qu'on fait pour bah, protéger l'entreprise, mais pas la bloquer et lui permettre de mettre en place sa stratégie qui est souvent commerciale. Ces entreprises, leur but, c'est quand même de gagner de l'argent. Ouais, je je pense que là, ce qui est vraiment essentiel, c'est de comprendre le métier, c'est de comprendre la stratégie, cette fois-ci business plutôt, pour adapter la stratégie, de cybersécurité. Ça paraît peut-être un peu bateau de le dire, mais ça reste quand même une priorité, c'est de vraiment comprendre l'enjeu du métier, pour pouvoir le sécuriser et pour ça, un outil qui est quand même magique, c'est l'évaluation des risques et la gestion des risques. Parce que ça permet de ne pas arriver avec une stratégie qui est beaucoup trop coûteuse ou qui est complètement en déphasage avec la stratégie du métier. Donc je pense que ça, c'est un bon outil en tout cas pour commencer le dialogue. Oui, en effet, la partie alignement avec le business, mais il y a aussi la partie alignement avec l'IT. Je parle de l'IT stratégie. Donc, pour moi, il y a deux grands axes. En effet, bien connaître son business, bien connaître quels sont les plans stratégiques du business. Est-ce qu'on veut avoir plus de partenaires business avec qui on veut travailler? C'est assez important parce que là, on va devoir bien comprendre ce partenaire, comprendre quels sont les risques inhérents de ce partenaire, comment on peut les intégrer, comment intégrer les processus. Et après l'IT, parce que l'IT change énormément, c'est tout ce que j'appelle toute la digitalisation. On va amener des nouvelles technologies. Ça peut être des technologies mineures, mais ça peut être des grandes transformations, hein, quand on est passé il y a plusieurs années de data center sur site vers le cloud. Ce sont des changements majeurs et stratégiques qui font que là, on doit se reposer les bonnes questions. Et c'est là que donc l'ensemble, la direction de l'IT, la direction de business doivent faire leur choix à un moment donné. Est-ce qu'on va faire des évolutions de produits pour nos clients ou est-ce qu'on va investir dans des évolutions technologiques qui vont nous permettre d'être plus rapides prochainement pour faire plus rapidement des produits et aussi comment on va pouvoir sécuriser cet ensemble pour éviter les perturbations. Parce que la sécurité, ça peut bien être sûr des data leakage, des risques de hacking, mais ça peut être aussi tout simplement des perturbations des opérations qui font qu'on n'est plus disponible. Si j'entends ce que tu dis, finalement, le ciseau devrait faire partie, ou en tout cas des discussions, dans la stratégie de l'entreprise. Parce que finalement, la partie sécurité de ce qu'on va vouloir mettre en place, bah, a autant d'importance que le usability, que l'importance pour les clients finalement. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est souvent, on a souvent cette discussion de la sécurité versus l'expérience utilisateur. Et c'est souvent un débat parce qu'en effet, c'est un débat. Personne n'aime avoir des dizaines de mots de passe et même avec des password vault ou ces coffres-forts de mots de passe, ça reste toujours quand même quelque chose de compliqué. Donc oui, il y a ce débat qu'il faut avoir et trop de sécurité parfois est même est un contre-bénéfice par rapport à la sécurité parce que la personne ne va pas la comprendre et donc va mal l'organiser. Et l'exemple classique, ben, c'est un peu bateau, on va le dire, mais qui est quand même encore assez courant dans certaines entreprises.
je vais imposer des mots de passe super compliqués, je vais en imposer des différents pour tous les systèmes, je vais demander d'échanger de manière trop fréquente, mais je ne vais pas donner l'outillage à la personne pour pouvoir le faire. Le résultat va être une feuille Excel avec tous les mots de passe ou un ensemble de post-it plaqués sur l'écran. Et ça, c'est le grand classique. Ce qu'on ne voit plus jamais hein, aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, hein, on est bien d'accord. Heureusement, les gens ne nous voient pas cligner de l'œil à la caméra, mais effectivement, on sait que ça existe encore. Mais alors, je vais un peu plus loin sur cette question-là. Ça veut dire que, bon, je le sais et on le voit dans les grosses entreprises, les entreprises qui ont une taille qui est quand même importante, le ciseau a de plus en plus sa place au niveau du board de l'entreprise et peut se permettre, lorsqu'il y a une discussion stratégique, d'intervenir en disant c'est une bonne idée, sachez que ou faites attention à ceci pour qu'on évite de prendre un nouveau risque. Dans une entreprise plus petite, et je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas l'expérience, mais vous savez ce que fait un ciseau. Dans une entreprise plus petite, si moi je suis chef d'entreprise d'une PME, voilà, j'ai 150 employés, je n'ai pas de ciseaux, ça ne me semble pas nécessaire. J'ai des protections, j'ai des choses en place, mais j'ai pas un ciseau au board. Est-ce que vous me conseilleriez de demander à mon responsable IT d'intégrer certaines discussions stratégiques pour pouvoir me donner son avis sur finalement les risques que l'on prendrait pour l'entreprise en déterminant une nouvelle stratégie, par exemple? En tout cas, oui, je pense que le responsable IT peut certainement, apporter en tout cas une vision et IT et la stratégie. Là où il faut faire attention, c'est que parfois il est un peu entre le marteau et l'enclume, puisqu'il doit apporter et des solutions IT et les protéger et souvent avec le même budget. Donc, c'est là où le rôle de l'IT manager peut être un peu plus compliqué à fusionner avec le rôle de CISO ou équivalent, en tout cas responsable de la cybersécurité. Je pense que ça, il faut quand même faire attention, ça peut fonctionner, mais il faut aussi comprendre que parfois il y a un conflit d'intérêts entre 2 décisions que cette personne va devoir prendre. Donc ça, c'est quelque chose à évaluer au cas par cas aussi, dans chaque entreprise. Chaque entreprise est différente là-dessus aussi, hein. Donc j'ai pu voir aussi, observer dans certaines entreprises, cette délégation qui est faite un peu, alors parfois c'est pas un CISO, c'est un IT manager, mais par la direction de l'entreprise en disant, mais l'IT va décider. Et que ça soit en interne ou en externe, mais même en interne. Et c'est là que je dis, ah, attention, c'est pas normal, puisque la direction de l'informatique, ou le CISO, hein, si on prend les deux rôles confondus dans ce cas-ci, doit être capable d'expliquer quels sont les risques et pourquoi on prend ces décisions, et qu'il y ait un accord commun. Et s'il n'y a pas cette vulgarisation qui est faite, et cette compréhension, alors déjà là, ça commence à devenir un petit problème, parce qu'on n'est pas capable d'estimer correctement quels sont les besoins, quels sont les investissements qu'on veut mettre sur cette protection ou sur ces détections qui sont nécessaires pour l'entreprise. Donc oui, l'IT, et souvent le CISO est dans l'IT, est responsable de cette sécurité informatique, mais elle a ce devoir de pouvoir faire partie prenante la direction et d'autres acteurs de l'entreprise dans la cogestion de la sécurité de la société. Là où il faut faire fort attention, c'est qu'on est dans des très petites organisations où il n'y a pas de connaissances IT du tout et qui sont en totale délégation sur des petites entreprises qui offrent des services informatiques. Et donc là, on observe très peu de ces fournisseurs informatiques cette vulgarisation. Et donc la toute petite entreprise est totalement aveugle sur les propres besoins et aussi ne se rend pas compte nécessairement si ce qui a été mis en place est en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Et c'est souvent là qu'on se rend compte qu'on peut avoir des désastres dans certaines entreprises parce que le business n'a pas du tout compris les enjeux et n'a pas parlé le même langage avec son fournisseur informatique. Et ici, on parle aussi du rôle de ciseau qui serait, mis en relation ou en tout cas qui serait supporté par l'IT. Faut pas oublier, quand on regarde un peu l'évolution du rôle du ciseau, mais aussi de la cybersécurité en général, c'est pas qu'une question d'IT et ce l'est de moins en moins. L'horizon de la cybersécurité est de plus en plus large. Et à ce stade-ci, je pense que ça peut encore fonctionner si on met la cybersécurité dans l'IT, mais je crois qu'à terme, on va devoir dissocier les 2 de plus en plus et on le voit déjà aujourd'hui avec les différentes, réglementations et l'évolution du rôle en général.
Oui, oui, c'est une grande discussion, quand je discute avec des ciseaux, c'est, est-ce qu'il faut le mettre dans l'IT ou chez le CEO, donc côté opérationnel? Il y a pas de bonne réponse. Il y a des avis différents. Il y en a certains qui disent: «C'est mieux d'être dans l'IT parce que c'est quand même là que ça se passe, c'est là qu'on met les protections en place». Il y en a qui disent: «Oui, mais non, parce qu'il faut qu'ils soient indépendants». Je pense qu'ils ont raison tous les 2. Il faudrait peut-être même qu'ils soient juste encore ailleurs ou complètement indépendant, genre presque un audit. Enfin, je ne veux pas lancer un sujet polémique, mais dans un sens, ce qui reste important, et c'est ce que je vous ai entendu dire, c'est que le ciseau puisse être suffisamment indépendant pour qu'il puisse donner un avis et prendre des décisions qui ne vont ni, j'ai envie de dire, protéger l'IT ou protéger autre chose, mais simplement protéger la sécurité de l'entreprise en général. Oui, et si on fait le parallèle avec des des sociétés plutôt industrielles que je connais un peu, l'IT est une partie et puis il y a tout le côté industriel aussi qui fabrique, des choses concrètes et qu'on doit protéger de la même façon puisqu'au final ça reste, des ordinateurs qu'il faut protéger, hein. Oui. Et je voudrais revenir sur ce que Xavier Nerdals disait par rapport aux très petites entreprises qui n'ont peut-être même pas de structure IT elles-mêmes, mais qui outsourcent, hein, qui ont une boîte externe d'IT. Et j'ai un message pour ces chefs d'entreprise, s'ils nous écoutent. Parlez avec cette boîte d'IT. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont organisés pour la cybersécurité, qui vous pouvez appeler. Si demain vous avez un ransomware qui vient bloquer votre entreprise, qui est la personne à appeler? Parce qu'a priori, elle n'est pas dans votre entreprise. Oui, mais si c'est dimanche, il est 2 heures du matin, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous pouvez appeler parce que vous savez que vous allez devoir tout arrêter? Vous avez votre système informatique et donc parfois votre système de production est aussi bloqué. C'est important aujourd'hui, même si on travaille avec un partenaire externe, d'avoir ces discussions sur la sécurité de la même manière qu'on l'aurait avec une personne qui serait en interne, qui serait un CISO ou un responsable IT ou une autre fonction. C'est quelque chose qui devrait être de plus en plus compris et discuté au niveau des chefs d'entreprise. Allez, enfin, c'est mon avis. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais je parle avec beaucoup de responsables de PME et souvent, ils ne savent même pas qui appeler s'ils ont un problème. Oui, et c'est un peu ce qu'on disait, c'est que c'est pas qu'une question technique, c'est la gestion de crise, c'est savoir qui on doit appeler, c'est comment on continue les activités même si notre système n'est pas opérationnel pendant un moment. Toutes ces discussions doivent aussi avoir lieu. Effectivement, ouais, je pense que c'est une question fondamentale aussi lorsqu'on a des prestataires, ouais. Ouais, tout à fait. Une question fondamentale pour la gestion de crise qui est, je pense, le b.a-ba, la première priorité, mais aussi pour avoir ces questions de coaching et de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place et bien évaluer. Oui, mais est-ce que j'ai bien des bons backups? Et tiens, est-ce qu'on les a testés dernièrement? Des petites questions anodines, mais qui peuvent faire remonter un petit peu à la surface. Est-ce que le fournisseur est bien apte à remonter mes opérations en cas d'incident de sécurité? Et ce ne sont pas des discussions difficiles, elles doivent rester à un niveau logique de chef d'entreprise, sans rentrer dans un détail technique. Et un bon moyen de tester ces gestions de crise, c'est de faire des exercices de simulation qui sont pas techniques du tout, tabletop exercise ou je sais pas comment ça s'appelle en français d'ailleurs. Mais, on organise un exercice théorique, on rassemble les personnes et on voit comment les personnes réagissent. Est-ce qu'on a bien des procédures opérationnelles qui peuvent être utilisées ou est-ce qu'on connaît simplement le numéro de téléphone de l'entreprise à appeler? Ce genre de choses. C'est, je pense, un bon exercice à faire en tout cas. Absolument. Et alors, bon, on l'a dit, hein, le soutien de la direction de l'entreprise ou le ciseau qui se trouve au sein de la direction de l'entreprise, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Dans votre carrière, est-ce que vous avez vu une évolution dans le temps, hein? Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ciseau, mais est-ce que vous avez vu que comment dire? Pas le respect, parce que c'est pas un manque de respect, mais le respect de la fonction de ciseau au niveau de la sécurité de l'entreprise a évolué dans le temps par rapport à la perception de la direction? Tout à fait. Alors non, je ne vais pas dire que je suis ciseau depuis 30 ans, hein. Je pense que c'est une évolution, mais on peut observer, je dirais que l'évolution du ciseau, hem, elle est en ligne avec l'évolution de l'informatique et de son positionnement et de ses menaces. Donc en effet, le rôle du ciseau avant n'existait pas. C'était, ce qu'on appelait souvent un IT security manager. En gros, quelqu'un qui s'occupait, de s'assurer que les firewalls et les antivirus étaient à jour et
et ça s'arrêtait plus ou moins là. Un petit peu de gestion d'accès avec les mots de passe de temps en temps, centralisés ou pas, les contrôles d'accès. Et tout ça, c'est amplifié. Pourquoi? C'est amplifié parce que à l'époque, l'informatique, c'était quoi? C'était une informatique qui était très centralisée dans les bâtiments, très peu d'exposition vers l'Internet. Parfois, l'Internet n'était pas encore existant. Puis l'arrivée de l'Internet, l'arrivée des smartphones, l'arrivée de la digitalisation, tout ça, c'est fort accéléré. Il faut se rendre compte que c'est au début des années 2000 que les smartphones sont apparus. Donc, on ne parle pas non plus d'il y a 30 ans. Dans une carrière complète, en effet, ça va très vite. Et donc, oui, le rôle est passé d'une gestion d'infrastructure de sécurité, de type vraiment, on parle de hardware, à un cycle complet de développement, à s'assurer que l'ensemble de la chaîne est sécurisé, depuis le design jusqu'au test, jusqu'à la mise en production, et pas seulement en interne, mais depuis l'extérieur, avec des partenaires, et tout ça sur un ensemble de périmètres qui est de plus en plus compliqué, puisque à l'heure actuelle, l'ensemble des entreprises exposent des services internes sur Internet, et donc la surface d'attaque peut augmenter. Donc, tout ça a fait que les attaques se sont amplifiées, malgré les défenses qui ont été mises en place. Du coup, les régulateurs ont voulu légiférer parce qu'ils prennent conscience des risques. Et donc, le rôle a aussi évolué fortement dans le fait que maintenant, le CISO est aussi en charge de répondre à tous ces besoins régulateurs. Et donc, énormément de moyens sont mis pour démontrer que les mesures de sécurité mises en place ont été contrôlées, sont effectives, et le rapporter aux lignes de contrôle nécessaires dans l'entreprise ou dans le secteur bancaire. Il y a quand même et même dans le secteur médical, énormément de régulations sont en place pour vérifier que tout ça se passe correctement. Donc ça, c'est toutes ces évolutions qui sont faites liées à la digitalisation, à la mondialisation, au fait qu'on ait de plus en plus de partenaires et qui ont vu arriver les régulations comme GDPR, PSD2 dans le monde de l'entreprise, NIS pour les entreprises comme Solvay, donc NIS 2 maintenant. Donc voilà, donc je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, non, je suis assez d'accord, hein. Je pense que tu as couvert déjà pas mal des aspects. Donc on passe vraiment de quelque chose qui était plutôt technologique à je reviens sur la gestion des risques. Je pense que c'est ce qui est vraiment attendu de plus en plus, c'est, de comprendre les risques qui sont liés à la cybersécurité et de prendre des décisions, d'aider le business en fait à être sécurisé, mais aussi à, dans les relations qu'a le métier, l'entreprise avec ses partenaires, c'est aussi de donner de plus en plus une confiance dans la façon dont on sécurise nos propres systèmes, dont on va pouvoir continuer à opérer et à rendre les services qui sont, conclus avec les partenaires. Et donc je pense que la gestion de cette confiance et être vraiment un acteur dans la création de confiance, est quelque chose qui est inclus dans le rôle du ciseau de plus en plus. Et donc pour ça, on doit être de plus en plus, communicateur, pouvoir efficacement communiquer autant en interne qu'en externe jusqu'à une certaine mesure en tout cas. Mmh. Et donc, Xavier Nerdals, tu en parlais, hein, les réglementations fleurissent chaque année. On a des nouvelles, c'est chouette. Ça s'ennuie pas comme ça, hein, j'ai envie de dire. Même le secteur bancaire, il y en a une que tu n'as pas citée, mais il y a Dora qui arrive. D'accord, très intéressante celle-là aussi. Mais moi, je voudrais parler un tout petit peu de la réglementation aussi, de comment est-ce qu'on votre fonction évolue à ce niveau-là, mais en pratique. Et je vais juste faire un aparté sur NIS 2 que j'ai lu. C'est intéressant, enfin c'est compliqué à lire, c'est pas la loi d'application belge est très, très bien faite. Bon, c'est presque un copy-paste. D'ailleurs, la Belgique est soit le premier, soit un des premiers pays à l'avoir implémenté. D'ailleurs, normalement, ça commence dans 4 jours, c'est le 18 octobre et parce que nous enregistrons donc le 14 octobre pour ceux qui nous écouteraient. De toute façon, on va publier le podcast début novembre. Mais quand même, il y a un truc, moi, qui m'a vachement intéressé dans NIS 2, c'est le fait que ça a été étendu à d'autres entreprises, d'autres types d'entreprises qui, finalement, ne l'avaient pas vraiment vu venir. Les grosses entreprises, aujourd'hui, elles sont déjà soumises à un certain nombre de lois, de régulations, de réglementations, surtout européennes en général. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment intéressé dans NIS 2, c'est le fait que les entreprises qui sont soumises à NIS 2 doivent former leurs employés. Ça, c'est pas nouveau, on le sait.
mais doivent former leur board, tout le board. Parce que je me suis renseigné, je suis allé voir le CCB, donc je suis allé voir Miguel de Broecker et je dis, mais tous, oui, oui, tous doivent savoir comprendre, alors ça ne doit pas être des experts en IT, mais tous doivent savoir comprendre les bases de la sécurité informatique, ne serait-ce que pour que quand ils parlent avec un prestataire externe, ils comprennent et ils posent les bonnes questions au moment d'investir. Ce qui a aussi un autre avantage pour eux, c'est que si je comprends sur quoi j'investis, je comprends aussi combien je dois investir et c'est pas la note qu'on me montre qui est peut-être juste, c'est peut-être pas besoin de tout ça. Ça, c'est une vraie nouveauté pour beaucoup d'entreprises. Et en plus, il y a un petit truc, j'ai appris, j'étais dans une conférence, je ne sais pas si vous étiez à B-Cyber la semaine dernière à Bruxelles. Miguel de Broecker présentait NIS 2 et expliquait le cas d'IKEA qui s'est retrouvé soumis à NIS 2, alors que l'ameublement ne fait pas partie des services importants ou essentiels dans NIS 2. Oui, mais IKEA a mis tellement de panneaux solaires sur ses magasins dans le monde entier qu'aujourd'hui, ils sont considérés comme un fournisseur d'énergie. Et pas de bol, les fournisseurs d'énergie sont soumis à NIS 2. Ça, c'était plutôt, allez, il l'avait pas vu venir. C'est pas une mauvaise chose parce qu'ils vont devoir se protéger. Moi, ce que j'aime dans NIS 2, et quand je parle avec des clients, je leur dis, écoutez, vous êtes peut-être pas soumis à NIS 2, mais lisez le texte. Ça amène les bases de ce que toute entreprise devrait, au minimum, peut-être pas tout faire, mais prendre en compte et décider, écoutez, ça je prends, ça je prends pas, ça c'est pas pour moi. Mais finalement, le travail a été fait sur bah, une analyse de base que je peux utiliser dans NIS 2 pour protéger mon entreprise et faire mes choix si moi je ne suis pas un expert. Mais je reviens à la question, parce que je me suis fait un bel aparté là pour le coup, mais vous voyez de nouvelles réglementations arriver, comment ça se passe dans l'équipe du CISO bon, voilà, il y a une nouvelle réglementation, il y a un DORA, il y a un NIS 2, bon, il y a eu le GDPR. Comment ça se passe aujourd'hui? Parce que c'est une évolution de votre fonction. Le fait que ces réglementations vous imposent à faire des choses que peut-être vous n'aviez pas prévues ou envie de faire au départ. En effet, on a de plus en plus de régulations et donc ce qu'on essaye de faire, c'est donc je vais rentrer peut-être dans un détail un peu plus technique, c'est d'utiliser un standard. Il y en a plusieurs évidemment, donc je vais pas dire qu'il y en a un meilleur que l'autre, c'est un choix qui doit être fait en fonction de l'industrie, en fonction de son choix, d'avoir un standard international qui permet et qui déjà catégorise un petit peu toutes ces exigences de sécurité. Donc voilà, donc à la banque, on utilise le NIST Framework, qui est un système américain très connu. D'autres pour utiliser l'ISO, on l'a utilisé l'ISO dans le passé. Donc je ne vais pas dire que l'un est meilleur que l'autre, ils sont juste différents, c'est pas là ce propos. Le propos est de dire c'est qu'on a un canevas qui permet de bien catégoriser toutes ces exigences et qui permet en théorie, et je reviendrai pourquoi le en théorie, de dire mais voilà, si je permets de dire je suis bien en contrôle sur cette exigence de sécurité dans Nice, je peux dire que je suis en contrôle sur l'exigence GDPR numéro 3, DORA numéro 4, PSD2 numéro 5, etc., NIS, etc. Et donc dire, je contrôle une fois et je suis compliant à toutes ces... Alors ça marche grosso modo, hein, on va pas non plus dire que ça ne fonctionne pas. La difficulté vient quand les régulations deviennent de plus en plus précises. C'est ce qu'on observe par exemple avec DORA, qui était un niveau de précision que je n'ai pas encore vu jusqu'à présent. Et là, on peut avoir alors ce qu'on appelle des clashs, c'est-à-dire que les niveaux d'exigence sont différents. Et donc, par exemple, on peut avoir des exigences de dire il faut rapporter un incident en fonction d'un tel volume d'attaque, de tel volume d'impact, mais qui sera différente par régulation. Et pour finir, on ne sait plus à quel niveau on doit rapporter les incidents aux instances régulatoires. Donc c'est là que dire ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça permet quand même de ne pas chaque fois refaire le boulot en entier. Donc oui, en effet, pour les sociétés qui sont fortement régulées, utiliser un framework qu'on appelle international de sécurité, non assujetti à une régulation, reconnu dans le secteur, dans le secteur d'activité sur lequel vous travaillez, permet de diminuer un petit peu ce coût régulatoire. Oui, enfin, c'est effectivement un peu la stratégie qu'on adopte aussi, c'est d'avoir un méta framework qu'on utilise pour, voilà, pour avoir justement des liens entre celui-ci et les différentes réglementations. Là où parfois ça devient très compliqué, c'est quand on a des opérations aux 4 coins de la planète, donc pas seulement en Europe, mais lorsqu'on opère aussi, et en Amérique et en Asie et cetera. On a parfois justement ces fameux clashs, mais qui sont assez compliqués à résoudre
Et dans certains cas, je pense qu'il faut aussi penser à avoir des plus petits systèmes d'information, qui sont peut-être dissociés. C'est peut-être moins efficace d'un point de vue métier et cetera, mais ça peut être en tout cas une possibilité pour simplifier la la conformité, simplement aux différentes réglementations. Parce qu'avoir un système, d'information qui est planétaire et en même temps être compliant avec toutes les différentes régulations, c'est quand même assez compliqué et ça va être de pire en pire. On voit quand on voit l'évolution un peu des différentes réglementations, on voit que ça suit aussi un peu la géopolitique d'aujourd'hui et par moment, bah, il est un peu compliqué de rassembler les différentes demandes ou en tout cas de les faire converger. Mais tu faisais mention à NIS 2 et c'est vrai que le CCB a quand même fait un travail remarquable avec le Siphon et pour des plus petites entreprises, je pense que le Siphon est vraiment bien. Quelque chose qui est activable directement, on peut utiliser. Il y a des outils, c'est pas seulement un texte. Il y a des outils qui sont simples à utiliser, relativement simples évidemment, à utiliser et à mettre en œuvre dans sa société. Absolument, j'ai ici tous les fascicules du CCB devant moi. Là. Alors vous ne le voyez pas, vous l'avez pas en podcast, mais sachez que si vous êtes intéressé par le Siphon et par en fait ce que le CCB, hein, le Centre pour la sécurité en Belgique, a mis en place au niveau de Nice 2, et même si vous n'êtes pas assujetti à Nice 2, il y a des choses très intéressantes à aller lire. Vous allez sur atwork.siphonweb.be, je mettrai le lien vers le site dans les notes de description de cet épisode. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes, y compris des formations sur comment est-ce qu'on forme ses employés, sur comment est-ce qu'on protège son entreprise. Il y a en fait aujourd'hui énormément sur le site de Siphonweb at Work d'informations pour tout type d'entreprise. Et moi, je vous conseille vraiment d'aller voir. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez IT, que vous soyez même juste intéressé par la sécurité informatique dans le futur, vous soyez même un étudiant en train de se dire « Ah, je ferai peut-être… et on parlera d'ailleurs à la fin de ce podcast, j'ai quelques questions là-dessus sur comment est-ce qu'on devient CISO et qu'est-ce qu'il faut avoir. Mais allez sur atwork.siphonweb.be, il y a beaucoup d'informations intéressantes là-dessus. Et donc, voilà, je vous écoutais, hein, la fonction de CISO, c'est un vrai challenge aujourd'hui. Hein. C'est parler avec les employés, parler avec le board, regarder les régulations qui viennent et faire en sorte que tout ça fonctionne pour que finalement l'entreprise soit sécurisée et donc que les clients de l'entreprise puissent bénéficier de produits et de services qui sont au niveau de sécurité qui est nécessaire. Non, le CISO n'est pas seul. Ça, c'est le bon point. Vous n'êtes pas tout seul dans votre boulot, sinon vous ne dormiriez plus. Il est toujours aujourd'hui à la tête d'une équipe. Petite question là, quelles sont à votre avis les qualités de leadership essentielles pour être un CISO performant? C'est compliqué comme question, hein, répondez comme vous le sentez, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité, et je dirais même humaine, pour gérer une équipe, pour gérer des employés qui sont dans l'entreprise et pour gérer un board qui, lui, vous dit « c'est bien, t'es gentil, mais tu vas me bloquer mon business, tu me coûtes trop cher ». Et finalement, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour pouvoir dormir le soir quand on va se coucher? Je trouve la question intéressante, mais je pense pas que les qualités d'un CISO sont largement différentes d'un IT manager ou d'un manager des opérations. Je pense que la première chose, comme tu disais, un CISO, c'est rien sans son équipe, c'est rien sans les experts derrière lui pour l'aider, pour implémenter tout ce qui doit être fait. Donc voilà, je dirais l'écoute, le people care sont les éléments clés pour faire tourner cette équipe. Ça, c'est quand on regarde le soutien que l'on a, ça pouvoir s'entourer. Et après, quand on regarde, on va dire, la communication vers le management, en effet, là, c'est la pédagogie qui me revient comment être. La pédagogie, c'est quelque chose, c'est comment expliquer sans rentrer dans les détails techniques qu'on a avec les équipes. Et c'est cette partie passerelle qui fait que. Mais je pense pas que ça soit spécifique à un ciseau. Chaque métier a ses spécificités techniques. C'est juste qu'ici, voilà, la sécurité, c'est un sujet plus spécifique que d'autres. Mais je pense qu'il y a si on part dans d'autres métiers industriels, il y a dans la pétrochimie,
je pense qu'on peut avoir des sujets très techniques aussi. Et je te rejoins là-dessus. Effectivement, je crois que au niveau leadership, c'est pas tellement différent. Peut-être une différence, c'est quand même, au niveau étant donné que la cybersécurité, on a vraiment besoin de tout le monde. Tous les employés sont responsables de la sécurité au jour le jour. On doit pouvoir les rassembler tous autour d'une même stratégie, de même, en tout cas concept, qu'on veut mettre. Ça, c'est peut-être au niveau de la communication, et tu l'as mentionné, être pédagogue et c'était un peu l'exercice du début, hein, donc tu nous as testé Alexandre, sur ce sujet-là. Hem, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important si on veut rassembler les personnes, derrière nous, oui. Bah, je suis tout à fait d'accord, hein, mais si on veut parler maintenant à ses employés, parce que voilà, moi j'ai une PME, hein, je vous utilise comme, comme expert, hein, en tant que responsable, sécurité informatique, mais voilà, moi je suis responsable d'une PME, je voudrais favoriser, bah, la culture de sécurité au sein de mon organisation. Quels conseils vous me donnez? Évidemment, j'ai entendu simplification, pédagogie, mais en pratique, comment est-ce que je commence? À quoi je dois faire attention? Voilà, qu'est-ce que vous recommandez? C'est un sujet qui est compliqué parce qu'on parle d'humain, on parle plus de machine ici en fait, hein, et donc mais s'il y a quelque chose que je retiens dans certains interviews que je fais avec, des employés, que ce soit quand à l'onboarding de nouvelles personnes qui rentrent ou autres, hein, des suivis d'incidents, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte quand on fait des campagnes de communication de la peur psychologique de mal faire que nos employés. Et donc il faut être très prudent dans ces campagnes d'awareness de dire que la personne qui participe et qui est en soutien est toujours dans un état, on appelle ça le psychological safety. Ça veut dire que c'est pas parce qu'elle rapporte quelque chose que c'est elle qui va en être responsable. Et c'est souvent ça qu'on a. Donc quand on fait des exercices de phishing, il pourrait avoir des tendances de dire qu'on va pénaliser ceux qui ont raté l'exercice. Et c'est pour ça que j'utilise le mot exercice et pas test. C'est un exercice. C'est fait pour. En effet, c'est normal qu'il y ait des gens qui ratent, parce que voilà, et ça sera de plus en plus avec les évolutions de l'intelligence artificielle. Les vraies attaques seront de plus en plus sophistiquées, et donc les exercices vont devoir être de plus en plus sophistiqués, et c'est le but justement. Donc je dis toujours, c'est voilà, ce qui est important, c'est bon, pouvoir bien les identifier, mais surtout quand on s'est fait attraper, de ne pas hésiter à le remonter pour que les autres soient protégés. Et ça nécessite pas mal d'apprentissage, d'exercice, de test, et de démontrer qu'il n'y a pas de pénalisation de la personne qui contribue à la sécurité dans l'entreprise. Ça, c'est le point 1. Alors, dans les plus grandes entreprises, on pourrait dire, celles où on pourrait dire on a des équipes centrales de sécurité, c'est ce qu'on appelle le shift left, c'est-à-dire, on l'a fortement observé dans les environnements de développement informatique, où on donne de plus en plus de responsabilités de sécurité à des acteurs qui ne sont pas de sécurité. Donc on l'a fait dans le développement informatique, où on donne des outillages, des outils aux développeurs pour pouvoir tester lui-même son code avant même qu'il ne soit testé par les systèmes de sécurité centraux. Et ça permet d'anticiper, etc. Et ça permet de responsabiliser aussi. Et ce genre de comportement peut être fait aussi à tout niveau dans la sécurité. Il n'y a pas que sur la partie développement. On peut le faire aussi dans le risk management, comme Xavier dit en mentionné. Donc ça veut dire qu'on peut donner les moyens aux acteurs sur le terrain de faire leurs propres évaluations de la situation avec le soutien des équipes centrales. Et c'est comme ça qu'on peut avoir l'entreprise qui se sent investie d'une mission commune. Après, ça reste, je trouve, un des sujets les plus difficiles à mettre en œuvre dans une organisation parce que ça touche l'humain et c'est beaucoup plus difficile que les systèmes informatiques que l'on programme. Une façon de faire aussi, c'est, probablement montrer l'exemple. Je crois que ça, on doit vraiment le faire. C'est montrer l'exemple d'un point de vue sécurité, mais aussi lorsqu'on doit, lorsque ça ne va pas, lorsqu'on a fait une erreur, c'est aussi de ne pas le cacher et pouvoir peut-être plus l'exprimer que tout le monde. Mais montrer que tout le monde peut faire des erreurs. L'important et c'est ce que tu mentionnais, c'est de rapporter. Ce qu'on veut finalement, c'est que les utilisateurs rapportent, toutes les anomalies, même s'ils ont cliqué sur un lien, même s'ils ont, je sais pas, inséré une clé USB qu'ils n'auraient pas dû, c'est de le dire et ça, c'est quelque chose qu'on doit démontrer, enfin qu'on doit ou sur lequel on doit montrer l'exemple.
quand je vous écoute, finalement, ça me fait penser à cette étude de l'ULB, mais qui a déjà maintenant 5 ou 6 ans, qui montrait qu'un bon programme de sensibilisation dans l'entreprise devait, en outre d'autres qualités, en avoir 2 qu'on ne voyait pas assez souvent. C'est l'exemple, et donc le management montre l'exemple, ça c'est un, et on sait que c'est pas toujours facile. Et 2, c'est le fait d'intégrer les collaborateurs dans le programme de sécurité de l'entreprise. Donc finalement, voilà, vous venez de confirmer ce que des doctorants ont fait avec leurs analyses au sein de l'Université libre de Bruxelles. Oui, et une personne dans mon équipe dit souvent, elle revient souvent avec ça en disant, on n'est pas en train de mettre une culture de la cybersécurité, mais c'est plutôt une culture d'entreprise qui valorise ou qui supporte la cybersécurité. Je pense qu'elle a tout à fait raison avec ça. On n'est pas en train, en tout cas chez nous, on n'est pas une boîte IT, on n'est pas une boîte de cybersécurité, mais on doit s'assurer que la culture d'entreprise prend la cybersécurité au sérieux. Ben merci. J'aime beaucoup votre réponse et vous savez, moi, enfin, mon domaine à moi dans la sécurité, c'est la sensibilisation. Donc, ça touche mon cœur, ce que j'entends là maintenant. Et donc, vous parliez enfin, Xavier Nerdals, tu parlais d'IA. Donc, désolé, mais là, tu m'as tendu une perche, hein, les risques avec l'IA. Euh, de votre côté, qu'est-ce que vous conseilleriez aussi, hein, en tant qu'expert en sécurité informatique, pour une entreprise qui voit arriver l'IA, alors en tant que risque, mais aussi en tant que solution? Comment est-ce qu'on prend aujourd'hui les nouvelles évolutions technologiques, donc telles que l'IA et le machine learning, dans la stratégie de cybersécurité? Si on prend l'intelligence artificielle, bon, c'est quand même une technologie qui existe depuis assez longtemps. Euh, on va parler un petit peu plus technique, hein, donc on prend les éléments de machine learning, hein, donc ces éléments qu'on utilise à la banque, principalement dans la gestion de la fraude. Il y a beaucoup d'évolutions qui sont faites. Je pense que c'est utilisé aussi dans l'anti-money laundering, hein, donc la gestion du blanchiment de l'argent. Et je pense que dans pas mal d'autres secteurs d'activité autres que bancaires, ce sont des technologies qui ont été utilisées. Après, il y a l'évolution de Generative AI, hein, donc avec ChatGPT, OpenAI, que tout le monde connaît, hein, c'est assez fulgurant comme adoption de technologie. Et donc là, en effet, c'est devenu tellement rapide que ce que j'observe, c'est que même les fournisseurs de sécurité, et là on parle de produits de sécurité purs, hein, détection de malware, détection de menaces sur le réseau, etc., n'ont pas encore eu le temps de sortir un produit qui offre encore des capacités opérationnelles très fortes avec ces produits embarqués. Donc là, j'en attends beaucoup. Donc nous, on a fait par exemple un test. On a pris une solution qu'on avait sur place et qui est capable de détecter des vulnérabilités dans le code. Et évidemment, ça génère toujours ce qu'on appelle des false positifs, donc des faux positifs. Oui, en effet, la machine n'était pas performante à 100%, et donc en effet, elle génère des fausses alertes. Et puis on a utilisé un chat GPT, quelque chose comme ça, on lui a demandé, mais tiens, quand tu regardes à ceci, quel est l'ensemble des erreurs false positives que tu vois? Et on s'est rendu compte que la machine en trouvait et était capable de réduire les fausses positives. Et tout ça, je m'attends à ce que dans les 2 prochaines années, les fournisseurs aient embarqué ces technologies sur leur plateforme. Et on ait alors donc vraiment une efficacité beaucoup plus forte sur l'ensemble des produits. Mais c'est seulement en train d'arriver. Donc oui, ça va rester, et ça doit être un axe d'attaque important pour les ciseaux, mais aussi pour tout l'IT, de regarder à cette technologie et les interdire, ça c'est la chose à ne certainement pas faire. Et alors, ce n'est pas que pour des produits de sécurité. Je pense que on va les utiliser aussi dans les aspects régulatoires. Comparer les régulations, l'intelligence artificielle, elle est vraiment bien douée pour ça, quoi. Donc c'est ça, voilà. Donc je m'attends à de l'efficacité, de l'augmentation d'efficacité. Évidemment, il n'y aura pas que la défense qui va en profiter. Les attaquants en profitent déjà, hein. Donc quand on voit tout ce qui est fait maintenant au niveau des attaques en fake news, en génération d'emails, en génération de vidéos crapuleuses, je pense que ça va être un de nos gros défis. Donc finalement, quand je t'écoute, dans quelques années, la protection de nos entreprises, ça va être des IA qui défendent contre des IA. Non, je Ah, n'irai pas jusque-là. alors vas-y, je t'écoute. Je pense que
l'avenir est des collaborateurs, ce qu'on appelle augmented, c'est-à-dire qui sont armés de ces nouveaux outils. Je pense que c'est comme avec l'avenue des ordinateurs. On n'a pas des ordinateurs qui parlent à des ordinateurs sans plus de personnel dans une société. On a encore besoin de tous ces gens qui utilisent ces ordinateurs. Et oui, on a des ordinateurs qui parlent des ordinateurs. Et oui, on aura sans doute des intelligences artificielles qui parlent à des intelligences artificielles. Mais ça restera quand même principalement des outils que les humains auront mis en place et doivent toujours comprendre. Ça ne restera pas quelque chose de magique. Merci. Et finalement, c'est une meilleure réponse que ce que j'ai dit, donc bravo. Xavier Paulus, tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet? Je n'ai rien à rajouter, je pense que tout a été dit. Non, c'est parfait. C'était une très, très bonne réponse. Écoutez, j'ai quand même encore quelques questions, parce qu'on pourrait parler toute la nuit, mais on n'a pas toute la nuit. Et j'aimerais qu'on finisse par discuter sur le rôle de ciseaux pour les futurs ciseaux. Voilà, je sais qu'il y a des étudiants qui nous écoutent. Il y a des étudiants en IT, il y a des étudiants en sécurité informatique. À quoi ils doivent s'attendre? Ils voudraient peut-être être ciseaux un jour. Ils sont peut-être un petit peu masochistes, hein, désolé, hein, mais quand on vous entend, il y a quand même beaucoup à faire et c'est quand même très, 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 très challenging. Mais quelles sont les tendances les plus significatives pour vous au niveau cybersécurité dans l'avenir? Alors, on vient de parler des IA, mais surtout, moi, j'aimerais voir, c'est comment est-ce que ça va influer, d'après vous, sur le rôle du ciseau de demain? Ouais, je pense qu'on a parlé un peu du rôle du ciseau qui était de plus en plus large, qui englobait non pas seulement la sécurité informatique, mais d'autres aspects. Je pense quand même que, une base de technique reste quand même importante. Je dirais pas essentielle. On pourrait se reposer sur d'autres collaborateurs qui ont cette expérience et ces connaissances, mais en tout cas, ça me facilite, pardon, au jour le jour d'avoir des bases techniques, de pouvoir comprendre ce que se passe pour ensuite prendre des décisions, pouvoir le communiquer, et cetera. Donc ça, je pense que ça reste quand même assez important. Maintenant, il y a tous les autres aspects, et quand j'ai quand même croisé pas mal de personnes dans la cybersécurité qui venaient de tout autre horizon, qui n'ont pas étudié l'IT, au départ et qui sont d'une qualité, redoutable parfois, alors que ces personnes ont étudié, vraiment quelque chose de tout autre au départ. Donc je pense que le plus grand int ou en tout cas la plus grande valeur pour le moment, c'est de pouvoir s'adapter parce qu'on le voit, ça bouge sans arrêt et si on n'arrive pas à s'adapter, on ne suivra pas cette évolution, du rôle, qu'on voit aujourd'hui. Moi, je complémente ouais, ce que Xavier dit. Hein. Moi aussi, j'ai vu. Il faut pas nécessairement être ingénieur pour devenir ciseau, hein, pour pas appeler un chat un chat. J'ai vu des gens d'horizons totalement différents. Je pense que, par contre, ce qui raccroche beaucoup de gens dans cette filière, c'est la passion. Euh, euh, on tombe dedans et, et on grandit avec. Et il y a tellement de domaines à parcourir, c'est tellement vaste, c'est tellement différent qu'on ne s'ennuie jamais. Donc oui, c'est challenging, mais c'est passionnant. C'est jamais la même chose. Chaque jour qui passe, on ne sait pas ce qui nous attend. On aura de nouveaux défis. Et c'est ça qui fait que le métier est intéressant. Et oui, ça nécessite quand même un bagage technique, mais ce bagage technique est une seule, allez, un seul des bras, on va dire, du ciseau. Là, on va s'appeler Shiva si on continue comme ça. Des pieuvres. Euh, mais parce que les autres éléments qui sont, comme on en a parlé hein, ici dans le podcast, toute la communication, la pédagogie, rassembler les gens, pouvoir, tout ça, ben, fait que voilà, c'est pas nécessairement toujours les grandes forces des formations techniques, et que donc d'autres personnes qui ont eu cette formation vont pouvoir se reposer dessus. Euh, donc oui, je pense que les jeunes qui veulent démarrer dans la sécurité informatique, je pense, allez-y. Vous allez il y a tellement de champs d'analyse à faire, d'expérimentation, que ce soit dans le développement, dans l'infrastructure, dans la gestion de projets. Euh, voilà, c'est aussi vaste que l'IT. C'est même plus vaste que l'IT quand on parle d'intégration de partenaires business, quoi. Mhm.
Et alors, si je vous demandais à chacun un seul conseil que vous souhaiteriez donner à une personne qui veut se lancer dans la carrière de ciseaux, ce serait lequel? Je sais pas qui veut commencer. Bien s'entourer. Bien s'entourer. Ok, bonne remarque. Effectivement, on l'a vu, hein, l'équipe est importante. Et de garder effectivement une certaine, curiosité, sur plein de sujets différents. Donc curiosité, je dirais. Donc bien s'entourer et bien s'informer finalement. Génial. Eh bien, merci. Je ne sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose que vous estimez être important de partager aujourd'hui avec des gens qui nous écouteraient. Non, c'était très complet. Comme ça, je vois pas. Bien. Ou alors on est reparti sur Oui, une. on va recommencer un nouveau podcast. On pourrait parler des heures. Eh bien, merci à tous les deux pour votre participation dans cet épisode de Cybertalk sur le rôle du ciseau. Sachez que vous pourrez retrouver toutes les informations sur la coalition sur son site internet, www.cybersecuritycoalition.be en un seul mot. Là encore, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et j'en appelle aux membres de la coalition qui nous écoutent. Sachez qu'il y a encore des événements qui sont prévus et surtout, les célébrations du 10e anniversaire de la coalition qui auront lieu le 20 février 2025 à l'hôtel Le Plaza à Bruxelles. Il s'agit d'un événement qui est destiné aux membres et à certains partenaires de la coalition. Si d'ailleurs vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore membre de la coalition, eh bien vous trouverez toutes les informations pour le devenir sur le site de la coalition parce que ça vous permettra de rencontrer des ciseaux, nos amis d'aujourd'hui, et d'autres personnes à qui vous pouvez partager, poser des questions, échanger des informations. C'est aussi un lieu où on se connaît, on se respecte et on peut parler de sécurité, j'ai envie de dire en toute sécurité. Désolé pour le jeu de mots un petit peu bancal. Pour ma part, moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant quand est-ce que vous nous écoutez. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de Cybertalk. Prenez soin de vous et de votre sécurité en ligne. Merci. Merci Alexandre.